Et merci de votre accueil. Je vais repréciser le titre de ma conférence. Faut-il rembourser la FMA? Je précise parce que voilà, ça n'a pas été tout à fait transcrit de cette manière. Pourquoi ce titre? Eh bien parce que nous avions, c'est donc l'occasion de citer Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Or, la PMA pour toutes, c'est mal nommer les choses. C'est-à-dire que c'est conserver le sigle PMA, mais en le vidant de sa substance et en le réduisant à la fécondation. Et j'explique ce que je veux dire par là. Le protocole de procréation médicalement assistée a été institué par le fait qu'il y a le concours médical, le concours de la médecine, qui procède à une fécondation, mais enrobé dans un protocole psychique et relationnel, permettant que cette fécondation s'intègre dans une procréation. Ceci permettant ou visant que ce protocole, que cet apport de la médecine soit complètement oublié dans l'établissement du lien familial, c'est-à-dire du lien de filiation. De façon à ce que à ce que soit maintenue la cohérence du lien de filiation qui est une cohérence psychique et relationnelle, basée sur le fait que le couple enfante. Certes, un couple qui a recours à la PMA n'a pas pu enfanter au plan organique, mais il a été vérifié qu'il enfantait au plan relationnel. En deux mots, de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait qu'enfanter, devenir parent, c'est relayer ce que nos propres parents firent à notre égard. C'est ce processus de relais, de transmission, qui est le socle psychique qui anime le devenir parent, avec, il est vrai, un certain nombre de difficultés, parce que il y a toujours peu ou prou une forme de contentieux à l'égard de ses propres parents qui n'ont jamais été parfaits, c'est une définition. Et donc il y a toujours un débat intérieur qui peuvent néanmoins mener, c'est quand même la plupart des cas, au fait de souhaiter malgré tout relayer ce qu'ils ont fait, donc de faire la venue de l'enfant dans le rapport entre les sexes, mais parfois, pour un certain nombre de personnes, les place dans une contestation assez radicale à l'égard de ce qu'ont fait leurs propres parents. Et à ce moment-là, ces personnes se mettant en impasse de la vie de l'enfant par l'enfantement. C'est cela le processus psychologique, dont je vais d'ailleurs expliquer qu'il ne concerne pas seulement les unions de même sexe, mais je vais essayer de développer ça pour que vous compreniez, car je pense que ce point est important et complètement occulté dans le débat pour des raisons que nous allons comprendre. Parce que l'on assiste à une véritable duperie dans tous ces progrès sociaux en cours sur la procréation. Une véritable duperie parce qu'on maintient le mot mariage, on l'étend à tous, quelle générosité, n'est-ce pas? À part qu'on vide le mariage de sa substance, qui est précisément le fait de ce relais entre générations du processus de l'enfantement, avec ce qui est au cœur d'ailleurs du rituel du mariage, le fait que l'on enfante dès lors que l'on surmonte, que l'on assume les interdits familiaux. Je vais y revenir, je vais les expliquer, qui sont les interdits familiaux de l'inceste et du meurtre. C'est cela qui est le rituel, qui fait le rituel, je dirais, qui accompagne
un jeune couple vers le fait de mettre sa relation au service d'un pouvoir procréateur. C'est toute l'élaboration psychique qui est à ce moment-là en jeu. Si on étend ce rituel à des personnes qui sont, de par leur relation, en impasse relationnelle de ce pouvoir procréateur, à ce moment-là, on vide le mariage de sa substance psychique et je dirais anthropologique, et on le réduit à un acte, on pourrait dire administratif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on conjoint deux personnes, on leur donne tel ou tel droit d'héritage, etc. Donc on vide à ce moment-là le mariage de sa fonction d'élaboration vers le devenir parent. De la même manière pour l'adoption, on étend l'adoption plénière à tous et à toutes, sauf que l'adoption plénière était basée sur le principe de l'enfantement par le couple. C'est ça qui était le principe en 1966 du protocole d'adoption plénière. Avec en outre le principe de l'anonymat, je dirais, concernant le couple de naissance de l'enfant. Dès lors que l'on étend le protocole de l'adoption à tous et à toutes, personnes seules, union de même sexe, on vide le protocole de sa substance, mais on maintient le sigle. Ce qui est une véritable duperie. Est-ce que cette duperie est grave? C'est ce que nous allons essayer de voir. Donc de même, pour la procréation médicalement assistée, on assiste à cela. C'est pour cela que, cherchant le moyen de faire entendre cette duperie, je proposais ce titre, faut-il rembourser la FMA? Car en fait, il s'agit, je dirais, de centrer, en conservant l'enveloppe, mais de résumer le protocole au fait de féconder, de créer un processus de fécondation, ayant supprimé, je dirais, ce qui permettait, ce qui était le principe, permettant à l'enfant de s'inscrire dans sa filiation depuis le fait qu'il avait été vérifié par les protocoles, je dirais, d'expertise avant l'adoption ou avant PMA, que le couple était dans un processus d'enfantement, c'est-à-dire, je le redis, dans un processus de relais à l'égard de ses propres parents, car devenir père ou devenir mère, psychologiquement, c'est accepter d'avoir été le fils de son père, accepter d'avoir été la fille de sa mère. C'est cela, je suis un peu schématique, mais c'est cela fondamentalement, ce processus de relais qui est en jeu. Alors, allons un petit peu plus loin, si vous voulez, sur le plan psychologique. Il y a donc un certain nombre de personnes pour qui cet héritage psychologique est difficile et qui donc se retrouvent de ce fait-là en contradiction ou en contentieux avec cet héritage et ne veulent pas s'inscrire dans le fait de le relayer. C'est ce qui amène un certain nombre de personnes à, malgré tout, souhaiter l'enfant, mais à l'écart de la relation d'enfantement. Les unions de même sexe sont les personnes qui mènent cela de manière la plus militante, parce qu'il y a tout un, je dirais, tout un militantisme au niveau des unions de même sexe, mais ce que je décris là n'est pas uniquement le fait des unions de même sexe. Et on le voit très bien dans les protocoles, justement, avant adoption, des personnes qui viennent demander l'adoption, mais qui se sont mises en impasse relationnelle à l'égard de l'avenir de l'enfant. Ce qui est le fait d'un contentieux difficile souvent à l'égard d'un passé, et lorsqu'il s'agit de femmes, il s'agit souvent d'un contentieux assez difficile à l'égard de leur propre père, mais je dirais dans une tentative de contourner ce contentieux. La question est de savoir ce que nous devons en penser. Car il y a un certain nombre de ces femmes qui, en effet, ont des enfants, élèvent des enfants, et moi j'en reçois, alors, en quantité bien sûr,
Est-ce qu'il y a là quelque chose qui me semble un problème insurmontable pour les enfants? Eh bien non. Non, dès lors qu'il s'agit d'une affaire, je dirais, privée, une affaire relationnelle, parce que l'enfant, il perçoit ce que je décris là, il le sent. Et puis, somme toute, la mère, elle est peut-être en conflit avec son propre père, mais ce conflit lui-même porte d'une certaine manière la présence de son père, et les enfants perçoivent cela. Donc, moi, ce n'est pas aux situations, ce n'est pas aux personnes que j'en ai par rapport à tout cela. Et d'ailleurs, ce serait tout à fait contraire à la déontologie de mon activité. Mais c'est aux lois. Car, je suis bien clair, ce sont les lois qui créent le désert possible de l'enfant à l'égard d'un père, dans le cas de la procréation médicalement assistée, et c'est déjà le cas, évidemment, dans le protocole de l'adoption. C'est la loi qui, je dirais, créerait la carence de père. Car à ce moment-là, la loi efface le fait qu'il y a eu quelque chose de compliqué pour la mère, qui a amené en effet cette voie détournée vers la vie de l'enfant. La loi abrase tout. Et c'est cela qui me semble être un véritable enjeu pour cet enfant-là, et d'une manière générale et plus globale pour tous les enfants. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. On voit là qu'il y a en effet du vocabulaire qui compte énormément. Si on reprend le vocabulaire à son origine, il y a eu le fait d'entériner la formule « les couples homosexuels ». Les couples homosexuels, je dirais, c'est l'idée qu'il y a des personnes qui s'aiment de même sexe. Mais ça, c'est leur affaire, et je dirais, ça n'est pas la question. La question ne vaut que dès lors qu'il y a, bien sûr, la question de l'enfant qui devient posée. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les personnes qui sont en union homme-femme deviennent un couple hétérosexuel. Comme si il y avait des couples hétérosexuels qui avaient, bon, ils ont de la chance, hein, ils ont la possibilité de faire des enfants, hein, et puis les autres, les couples homosexuels qui se trouvent, ils n'ont pas de chance, ils sont privés. Et c'est tout un enjeu, quand même, qui est d'essayer de jouer, si je puis dire, de tenter une carte victimaire chez les homosexuels, avec toute la tentation, je dirais, d'essayer un certain brouillage par rapport à la réflexion, mais d'essayer de faire considérer qu'ils sont victimes de façon à pouvoir s'assimiler aux personnes, aux unions hommes-femmes qui se trouvent être infertiles. Donc il y a là un enjeu. Qui est quel enjeu? Et qui est quel enjeu? L'enjeu, c'est que la venue de l'enfant n'a plus la même signification. Dans l'union homme-femme, l'enfant vient schématiquement de la relation de l'incomplétude des sexes, car c'est ça, le sexe, c'est l'incomplétude, et de la finitude, qui est l'enjeu des générations. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est le point qui assure à l'enfant, on peut dire, sa liberté. Car là, de ce point-là, il vient comme petit humain potentiellement libre. Dès lors que cette union est devenue une union qui a la chance de produire des enfants alors que les autres sont défavorisés, on rentre dans une logique où je dirais l'enfant viendrait comme une production. On avait parlé tout à l'heure du terme de fabrication, moi je n'utilise pas le terme de fabrication, je dis plutôt que là on en vient à l'idée qu'il y aurait des producteurs et puis des non-producteurs, et puis que finalement, bien sûr à ce moment-là, la PMA vient comme une solution toute offerte. Donc il y a là quelque chose qui est l'enjeu du vocabulaire, qui est un enjeu extrêmement brouillé, mais qui a énormément, je dirais, qui contribue énormément, à cette façon d'instiller l'idée qu'il
il y aurait là des personnes défavorisées et qu'on n'aurait pas à leur retirer le droit d'accès à une technique qui s'offre pour résoudre leur désir d'enfant. Alors, ce que je voudrais un petit peu expliquer sur le plan spécifique de la progression médicalement assistée, c'est, je dirais, ce qu'est l'enjeu à ce moment-là, puisque j'ai dit que c'est la légalisation qui est pour moi l'enjeu à combattre, parce qu'il est problématique à la fois pour l'enfant concerné, mais d'une manière générale pour tout l'équilibre de la société, c'est-à-dire pour toutes les familles. Je vais le développer avec des termes qui vont être les miens, enfin c'est logique, mais qui recoupent peut-être certaines des formulations dites précédemment à partir depuis d'autres langages. Ce qui est l'enjeu créé par la loi, dès lors que serait légalisé le fait qu'un enfant peut, avec la validation collective, être conçu sans père, sans qu'il y ait un père, c'est ce qui est l'enjeu, c'est le fait que la fonction paternelle est décrétée facultative. Il peut y avoir un père, mais finalement, on peut bien s'en passer. Quel est le problème de cela? C'est que, eh bien, c'est que, parce qu'on joue beaucoup de relativisme. Ah, mais les hommes et les femmes, ils font des enfants, mais ils sont débrouillés par ci avec ça, etc. Et bien sûr. Mais, ce qui demeure, c'est que l'enfant grandit depuis la rencontre, depuis le débat, je dirais, entre deux fonctions qui sont la fonction maternelle et la fonction paternelle. Moi, mon terme pour décrire ces fonctions, c'est de dire que ce sont des fonctions symboliques. Je vais essayer d'être clair et succinct sur ce sujet, mais c'est ma façon de dire les choses. Alors, je schématise. La fonction maternelle, tout à fait essentielle pour le développement de l'enfant, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est cette fonction d'enveloppement, c'est cette fonction de protection de l'enfant. Mais c'est une fonction qui, si elle est seule à agir, est aussi quelque chose, une fonction qui enferme l'enfant. L'enfant ne peut pas se dégager de la fonction maternelle s'il n'y a pas une fonction paternelle qui vient lui donner, je dirais, l'assise pour s'en dégager. C'est, je dirais, l'essentiel de la fonction paternelle, avec le fait que cette fonction paternelle est un pivot de ce que j'ai appelé la fonction symbolique. Et la fonction symbolique, c'est ce qui nous fait. Nous sommes façonnés par le symbole. J'explique juste en quelques mots ce que cela veut dire. Cela veut dire que le Fils et le Père sont dans un lien de transmission. Le Père transmet à son Fils le fait d'avoir été le Fils de son Père. Le Fils reçoit du Père le fait, je dirais, de s'inscrire dans cette lignée, avec un enjeu qui est l'enjeu plus caractéristique de la relation père-fils, et qui est l'enjeu meurtrier, qui est l'enjeu du meurtre. L'enjeu du meurtre, c'est quoi? L'enjeu du meurtre, c'est le fait que le Fils, pour se faire sa place, veut affronter le Père. Seulement, la question, c'est que cet affrontement n'est pas un affrontement réel et ne doit pas être un affrontement réel, parce que sinon, eh bien, c'est parricide. Et le parricide, eh bien, c'est la mort, je dirais, de l'équilibre de la société, d'autant que le parricide, le vœu du parricide est précédé par le vœu d'infanticide. Ça, c'est quelque chose que racontent tous les mythes, notamment le mythe édipien bien sûr, mais enfin tous les mythes racontent cela. C'est-à-dire qu'il y a aussi
le fait que le père, à ce moment-là, aussi tuerait l'enfant avant même que l'enfant grandisse. C'est ce qui est au point de départ de la légende d'Édipe, mais c'est raconté dans tous les mythes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui édifie les générations, c'est l'affrontement personnel de chacun à la finitude personnelle. C'est un enjeu central de la vie de l'enfant et de, je dirais, la signification de ce qu'est l'enfant pour nous en tant que parents. Alors cette fonction, donc, cette fonction du meurtre est une fonction symbolique. Il ne s'agit pas d'un affrontement réel, il s'agit du fait qu'il y a en fait un effet de transmission et que l'enfant, je dirais, affronte le père dans sa fonction paternelle, c'est-à-dire qu'il va s'inscrire, et lorsqu'il deviendra père lui-même, surmontant son vœu meurtrier, il rendra son père grand-père de ses enfants. C'est ce qui va inscrire la lignée généalogique. Alors ça, je l'écris un petit peu plus spécifiquement sur le plan de la fonction paternelle, parce que c'est pour montrer comment il s'agit là de quelque chose qui est de l'équilibre d'une vie de société. En tant qu'une société réunit des êtres humains, avec leurs passions, avec leur vie, que donc c'est un point fondamental. Alors, fondamental pour un enfant donné, qui, je dirais, qui se trouvera, non pas enfant orphelin, le terme a été utilisé tout à l'heure, je ne pense pas qu'il s'agisse, non, c'est même plus grave que cela, c'est un enfant, je dirais, c'est l'enfant de maman. Et donc, pour cet enfant-là, mais aussi pour tout l'équilibre de toutes les familles, puisque, à ce moment-là, ce que dicterait une loi, c'est que la fonction paternelle, eh bien, elle est dispensable. Alors tout ça s'inscrit dans le fait, effectivement, d'une réduction, je dirais, de la relation du couple à une production. Et d'ailleurs, un certain dans ces pays qui se piquent de modernité, par exemple au Québec, maintenant, désormais, le fait de faire l'amour est décrit comme l'apport de force génésique d'une façon que l'on peut dire équivalente, si l'on en juge au résultat, à la technique médicale de fécondation. Voilà, donc ceci pour dire qu'il y a en effet une duperie. Je pense qu'il est important de la mettre en relief parce que, comme vous savez, le gouvernement a dû savoir qu'il y avait aujourd'hui ces états généraux à Lyon, puisqu'il a annoncé hier la couleur, c'est-à-dire qu'il a annoncé qu'il allait non seulement légaliser la PMA pour toutes et le remboursement, mais qu'il irait au-delà. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais enfin, visiblement, il s'est ému de notre réunion de ce matin. La question du remboursement n'est pas du tout indifférente, bien sûr. Elle rajoute encore une couche, et c'est intéressant de voir l'argument que le Conseil d'État a retenu pour plaider le fait que cette mise à disposition de la médecine pour des personnes seules, pour des femmes seules ou des unions de même sexe, je dirais que cette mise à disposition fasse l'objet du même remboursement que pour les unions de femmes, c'est qu'il ne faut pas discriminer. Le principe de discrimination, on peut le voir sur le plan positif, c'est un principe de fraternité. Nous sommes tous pareils, nous devons tous être pris pour qui nous sommes, etc. On peut le voir comme ça. Mais on peut le voir aussi comme le fait qu'il abrase toute approche un petit peu en profondeur, je dirais, des questions qui se posent à chacun. C'est-à-dire que c'est un nivellement superficiel de toutes les questions, ce qui évidemment au niveau de la procréation fait question, puisque d'une part il y a un enjeu psychique, je dirais même anthropologique considérable, mais en plus il concerne un être à venir qui est l'enfant. Donc oui, un des arguments du Conseil d'État a été donc qu'il ne faut pas discriminer, et en plus ajoutant que ça ne serait pas très cher
ce qui est vertigineux comme de la part quand même, de juristes, parce qu'après tout, si c'était justifié, les sommes en jeu n'ont absolument pas à intervenir. Mais, et en plus, tout le monde sait très bien que ce genre de choses, c'est toujours comme ça que les choses fonctionnent, ça on l'a un petit peu dénoncé déjà tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on bafoue un principe, qui est le principe de la médecine, parce qu'il s'agit d'un principe, il s'agirait donc d'engager une médecine de, on ne va pas dire de confort, parce que c'est, donc en tout cas une médecine qui n'est pas, je dirais, une médecine palliative, comme est actuellement la procréation médicalement assistée. Et donc il s'agirait dans l'argumentaire, il s'agirait donc du fait que les sommes en jeu ne doivent pas intervenir parce qu'elles ne seraient pas très importantes dès lors qu'on aura bafoué le principe, je dirais, qui fonde le pacte de la sécurité sociale. Tout le monde sait très bien qu'à ce moment-là viendront d'autres revendications, etc. Enfin, ça, c'est le truc parfaitement classique, c'est-à-dire qu'on commence toujours par quelque chose qui paraît unilatéral, alors qu'en fait, cela engage des enjeux de fond. Voilà. Alors, c'était cela un petit peu ce que je voulais apporter, ma contribution, complétant ou résonnant peut-être d'une façon un petit peu différente, mais j'espère, je pense un peu complémentaire des interventions précédentes, pour apporter, je dirais, ce qui est la préoccupation à l'égard de la légalisation. La ligne rouge, elle est déjà franchie. Hein. Le mariage, c'était déjà le franchissement de la ligne rouge. Bon. Donc, à partir de là, effectivement, on voit se profiler les conséquences qui sont, je dirais, l'optique de production d'enfants, alors qui résonne de tout ce que l'on a écouté ce matin, et qui résonnera très certainement d'ailleurs de la suite, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, à ce moment-là, la suite coule de source, c'est-à-dire qu'on aura droit à la GPA, alors elle sera éthique, elle sera encadrée, elle sera tout ce qu'on voudra, mais enfin, le principe sera le même. Donc voilà les questions qui me semblent se poser par rapport à ce qui est en jeu actuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention.